Alors, est-ce que vous savez que, par exemple, j'ai appris récemment, en regardant une émission télé, que Louis XV a eu, je crois, une demi-douzaine d'enfants. Il y en a eu plusieurs qui sont morts de devinez quoi? La variole. La variole, oui. Et aujourd'hui, grâce au vaccin, il n'y a plus de variole. Oui. Hein? Désolé pour les anti-vaccins. Non, c'est Bon. pas. Il y a des vaccins. Maintenant, de toutes les épidémies qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité, Indispensable. Colette, Oui, oui, de oui. toutes Non, les mais je suis épidémies qui ont d'accord. eu lieu dans le monde, parce qu'il y a un mur. C'est une colonne. Hein. Qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité, est-ce que vous savez laquelle a été la plus meurtrière? Est-ce que c'est la peste noire, le choléra, le typhus? Saint-Louis est mort du typhus à Tunis. Je pense qu'il y a, mais les musulmans diront qu'en réalité, il s'est converti à l'islam sous le nom de Sidi Boussaïd, et que pour camoufler ça, en discours compensatoire, je vais en parler, l'Église a décidé de le canoniser, d'en faire un saint, voilà. C'est le seul roi canonisé. Pourquoi? Parce qu'il s'est converti à l'islam. On l'a enterré en disant, voilà, pas de doute sur lui, voilà. Bon, bref. Donc, il serait mort du typhus. Enfin, bref, quelle est l'épidémie la plus meurtrière selon vous? La peste, le choléra, la variole? La grippe espagnole a fait dans les 60 millions de morts après la Première Guerre mondiale. Je ne dis pas l'épidémie, je dis quelle est la maladie épidémique qui a fait le plus de morts dans l'histoire de l'humanité. Devinez. Oh. Eh ben, je ne devine pas parce que je pense toujours à la peste noire. La tuberculose. Là? Ah, tuberculose. Vous savez combien elle a fait de morts la tuberculose en tout? 1 milliard. Bah oui. 1 milliard de morts. Vous savez? Je savais beaucoup. Bah, on a les enfants au Canada, là, quand on a retrouvé les cadavres, la plupart sont morts de la tuberculose. Hein, la tuberculose, la plupart. Exactement. Donc c'est pas la peste, c'est pas le choléra, c'est pas la variole, c'est pas la grippe espagnole, c'est la tuberculose qui a fait en tout sur des siècles 1 milliard. Oui. Voilà. Ah bon, ne parlons plus de ça. Alors avant, comment? Et alors, quand tu dis les anti-vaccins, non, moi je suis. Alors, là, je viens de recevoir de Colette Nazi, ici présente, un nouveau courriel qui est envoyé par l'informateur. Je ne sais pas qui est l'informateur, j'ai transmis des trucs. Alors, dossier de plainte du CSAT contre la France pour crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale de La Haye le 28 juin 2021. Le droit international prévoit l'absence d'immunité pour le chef d'État et leurs administrations en matière de crimes contre l'humanité et plus généralement toute violation grave du droit international. Bref, alors il y a plein d'attendus quand il y a une plainte qui a été déposée auprès de la Cour pénale internationale de La Haye contre la France, contre le chef de l'État français. Et voilà, Colette, peut nous le dire. Alors vas-y. Et déposé par qui? Déposé par une association. Un collectif, le collectif des syndicats et associations professionnelles européens, dont le secrétaire général est le monsieur Patrice Lepiller et le directeur juridique Raphaël Cohen. Et pour quelle raison? Comme... Pour quelle raison? Quelle est la raison? Mais pour tout ce qu'on nous a fait subir. Il y a eu quand même 120 000 morts de Covid, plus les confinements, plus les couvre-feux, plus l'accroissement du chômage, plus l'accroissement de la dette de 30%, on est passé de 100% à 130%. Voilà, enfin beaucoup de choses. Voilà. Mais tout ceci n'est qu'une. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. N'est qu'un cas particulier de ce dont je vais parler, qui est la dérive vers le virtuel. Et c'est parce qu'on a beaucoup dérivé vers le virtuel qu'on en est arrivé là. Donc je ne vais pas parler beaucoup d'épidémies, mais je vais parler de la dérive du virtuel. Tout à l'heure. Alors, toujours en attendant. Moi, ça m'intéresse d'avoir un double. Hein. Je voudrais le lire, vraiment, ça m'intéresse. D'avoir un double. Moi, si j'ai votre mail, je peux vous l'envoyer. Oui, il y a 63 pages. Hein. Je vous mets mon adresse mail derrière? Oui, il y a 63 pages, mais c'est vraiment... moi, je l'ai reçu de différentes sources, des amis qui ne se connaissaient pas, donc c'est quelque chose de... Hein, vous êtes d'accord, monsieur? Attention, je vais être inondé de courriels complotistes. Hein. Alors maintenant, vous allez voir, je vais remonter au déluge, hein, même avant. Enfin, peut-être pas avant. Si, bien avant. Pourquoi le déluge? Parce que je considère qu'on a une vision beaucoup plus exacte des choses, si l'on s'en éloigne un peu dans le temps, dans l'espace. Oui, là, j'ai pris comme exemple des tableaux impressionnistes qui, vus de près, sont des points, hein, des petits points, on ne sait pas ce que c'est, et vus de loin, on voit qu'il y a des formes qui se dessinent. C'est ce qu'on appelle, dans les sens du pattern recognition, la reconnaissance des formes.
Il faut s'éloigner pour mieux voir les formes. Alors qu'ils sont les tout près, on ne voit que le bout de son dos. Voilà. Jean, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Il est 45 bientôt. Est-ce que tu attends encore quelqu'un? Non, alors j'attends plus. Ouais, elle va venir, de toute façon. Ils vont venir, j'espère. On peut commencer. Non, mais on peut commencer. C'est l'heure. Bon, écoute, là, je vais durer à peu près 3 quarts d'heure, peut-être un peu plus si je fais quelques incises, et puis on pourra discuter pendant vous. D'abord, tu commences, je veux dire quand même quelque chose. Alors, je vais essayer. Avant que tu commences. Alors, le sujet, c'est réflexion sur les dérives du monde virtuel. Alors, les dérives du monde virtuel, déjà, on va définir ce que c'est que le fameux monde virtuel. Je sais ce que c'est, des virtuels. Là, des dessins rupestres, on sait ce que c'est, la réalité augmentée. Alors là, il va falloir que tu nous expliques ce que tu entends par réalité augmentée. Un discours compensatoire. Alors, tu as un petit peu commencé tout à l'heure. On va parler de genre augmenté. Discours compensatoire à la pensée unique. Moi, je demande d'avoir cela. Et des fonctions, des fictions, c'est-à-dire des films hollywoodiennes, fiction hollywoodienne aux crises financières. C'est vraiment très intéressant, mais c'est énigmatique, on va dire. Absolument. Voilà. Tu l'as voulu, tu l'as fait exprès. Ouais, bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, avant de commencer, je considère qu'il y a eu un grand nombre d'étapes dans l'histoire de l'humanité, bien sûr. Il y a eu les civilisations égyptiennes, mésopotamiennes. Ensuite, il y a le judaïsme qui en a hérité, qui en a fait une sorte de synthèse. L'hellénisme qui en a hérité, mais d'une autre façon, qui en a fait une autre synthèse. Le christianisme puis l'islam qui ont fait des synthèses du judaïsme et de l'hellénisme, chacun à sa manière, et ainsi de suite. Donc il y a une grande histoire. Mais je crois qu'un point de rupture, c'est dans les cours d'histoire, on dit l'Antiquité, c'est avant la chute de l'Empire romain, le Moyen-Âge, c'est avant la découverte de l'Amérique, et les temps modernes, c'est avant la Révolution française, ensuite. L'époque contemporaine commence à la Révolution française. Bien. Alors, en Australie, on dit chute de l'Empire romain, parce qu'on est dans un pays très laïque, comme chacun sait, mais en réalité, c'est l'émergence du christianisme. Ça, c'est un point de rupture, puisqu'il a hérité à la fois du judaïsme et de l'hellénisme, et qu'il a ensuite entraîné une sorte de confrontation avec l'islam. Donc, c'est le point de rupture que vous allez voir pourquoi. Deuxième point de rupture, alors, bon, je veux bien la découverte de l'Amérique, les grandes découvertes, mais surtout la Renaissance et cette opposition que la Renaissance a amené avec les philosophes de lumière à l'Europe chrétienne qui d'une façon générale, au monde religieux qui prévalait avant. Bien. Et la Révolution française, alors là, ça a été vraiment un cataclysme. Alors, c'est pas parce que je suis français que je crie cocorico, mais ça a quand même amené beaucoup de choses. Hein. Bon, d'abord, il y a eu les invasions napoléoniennes qui ont amené le réveil des nationalités en Europe orientale. Hein, c'était avant tout le réveil des nationalités. Il y a eu le printemps des peuples, qui a donné, dont beaucoup plus tard, ont pris exemple les printemps arabes. Il y a eu évidemment la révolution soviétique, qui a donné par contre beaucoup naissance au nazisme, qui a donné par contre beaucoup naissance au sionisme, et le Proche-Orient, je veux dire, est encore et pas que le Proche-Orient, je parle même pas de la Chine. La Chine qui était endormie dans les vapeurs de l'opium et qui maintenant est en train de dominer le monde. Hein. Mais ça, Napoléon, alors Napoléon, c'est celui qui a répandu la Révolution française à travers l'Europe, à travers le monde. Il est allé jusqu'en Égypte. C'est lui qui a inventé l'égyptologie. Hein. Et si on sait que l'Égypte quelque chose de plus que ce que nous en dit la Bible, c'est à cause de Champollion. Si on veut. Eh bien, Napoléon disait déjà en 1807, attention, c'était bien avant les grands historiens britanniques, comment ils s'appellent, ça va revenir. Bon bref, qui prévoyait qu'il y aurait un glissement de la civilisation vers l'Orient. Il pensait à la Russie, peut-être à la Chine. Eh bien, Napoléon vient avec Toynbee et Spengler. Toynbee et Spengler prévoyaient déjà, au début du XXe siècle, qu'il y aurait un glissement de civilisation vers l'Orient, c'est-à-dire essentiellement vers la Russie et la Chine. Bon, mais bien avant, en 1807, Napoléon, vous connaissez la phrase célèbre qui est citée dans l'ouvrage de Roger Perfitt, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Eh bien, on y est. Bon, alors c'est pour ça que je vous propose, avant, d'avoir une petite vidéo. Si Pascal veut bien vous mettre la télé, une petite vidéo. Alors je vous donne le choix entre Pascal. Oui. Pascal, oui. Vous pouvez nous mettre la télé là?
Alors, le choix, soit entre une vidéo sur le chant du départ, alors le chant du départ, ça a été le chant des... La Marseillaise, c'était le chant de la Révolution française, le chant du départ aussi, mais il a surtout servi comme chant d'entraînement aux armées napoléoniennes. Voilà. Si la télé marche, je ne sais pas si je crois qu'elle marche. Faut d'un mètre, je pense. Comment? Alors, je vous donne le choix donc, entre le chant du départ et Dans un bois similaire et sombre de Mozart, interprété par une charmante soprano allemande. Voilà, alors on va quand même mettre le chant du départ. Elle marche la télé ou pas? Oui, c'est C'est démarré. Alors, je elle fonctionne. C'est vrai qu'elle n'a pas de patte. Hein. Hai larimet na hei, atansa i larimet. Ki? Alan, atan un minut, Alan. Alan, kuinka se vesi, niin pelle vrea siisille. On attend, là, je peux arrêter. Atan kun paapaskin saari arimet na. Augmenter le son. El devre saada makkuma se devre, paaleella, se devre alella. El devre menirissimo se devre alella. Donc, c'est